Merci, Monsieur le Président, pour cette présentation. Merci à vous tous et à tous les membres du conseil d'administration du CERA, qui est l'incarnation de ce que j'aime, c'est-à-dire une vision positive de l'avenir. Et si je suis devant vous aujourd'hui, c'est que je considère qu'il y a un avenir positif pour notre pays et pour nous. Et c'est ce que vous défendez à travers toutes les tables rondes, et notamment celles qui se présentent cette année et qui donnent sincèrement envie d'y participer. Et en particulier celle d'Idriss, à laquelle, si je peux être des vôtres, je me joindrai à vous bien volontiers. La France est un pays pas comme les autres. Vous savez, il y a une formule que je déteste quand il s'agit de qualifier de la France. C'est quand on me parle d'hexagone. L'hexagone. Résumer la France à une figure géométrique. Alors que la France est bien plus qu'un hexagone. La France ne se résume pas à sa métropole, à son territoire métropolitain, les 555 km² que nous connaissons. Non. La France, c'est un pays qui est présent sur toutes les mers, sur tous les continents. La France, c'est 11 500 000 m² de territoire maritime. La France, c'est la deuxième puissance maritime du monde, et peut-être bientôt la première, parce que nous avons la possibilité de prolonger le plateau continental. La France des mers et la France de la terre, si on réunit toute la surface de notre pays, eh bien on est sur un pays plus grand que la Chine. Alors j'en ai assez d'entendre dire que la France est un petit pays de 550 000 km². La France est un immense pays. Et la France est et sera bientôt la première puissance maritime du monde. Vous imaginez ? Le pays du monde sur lequel le soleil ne se couche jamais, parce que nous sommes présents sur toutes les mers et sur tous les continents. La France, oui, c'est une géographie bénie des dieux. C'est aussi une histoire 2 fois millénaire. Il y a peu de pays dans le monde qui peuvent s'enorgueillir d'avoir 2 siècles, 2 millénaires d'histoire. Il y en a quelques-uns, la Chine, l'Italie, la Grèce, bien sûr, mais 2 millénaires d'histoire, avec des racines qui s'enchevêtrent, des racines antiques, bien sûr, des racines chrétiennes, 496, le baptême de Clovis, des racines celtes, des racines polynésiennes, réunionnaises, parce que, je le rappelle, la France, c'est le pays du monde dans lequel le soleil ne se couche jamais. Et c'est cet enchevêtrement de racines qui se sont nourries les unes des autres qui crée cette alchimie qui fait que la France est devenue la France. La France, un pays à la culture impressionnante, avec une puissance historique qui a irrigué le monde entier, notamment à travers les idéaux de la Révolution française, mais pas que. La France a toujours été aux avant-postes de l'histoire. La France, ce pays auquel, je vais citer Jean Ferrat, une fois n'est pas coutume, auquel ce vent de liberté qui donnait le vertige au peuple du monde entier. C'est ça, la France. La France, vous l'avez dit, Monsieur le Président, m'a accueilli alors que j'avais 2 ans. Mes parents sont arrivés d'Algérie et ils ont quitté l'Algérie notamment pour 3 raisons que je vais partager avec vous. La première, donc nous étions en 1977, la première raison, c'était une montée de l'islamisme, les premiers ferments de ce qui allait devenir l'islamisme, et notamment ensuite avec la décennie noire. Il y avait une deuxième raison, c'était une surétatisation de l'économie algérienne qui était sous l'emprise à l'époque de l'Union soviétique, avec un État qui était présent partout. Et il y avait une troisième raison qui était un recul patent des libertés publiques. C'est pour ces 3 raisons qu'ils ont quitté l'Algérie. 3 raisons, entre parenthèses, que l'on peut retrouver dans la France d'aujourd'hui et qui justifient en partie mon engagement.
quand mes parents ont quitté l'Algérie, ils se sont installés dans un quartier qui s'appelle le quartier de la Défense, près de Paris. Le quartier de la Défense, vous savez, c'est celui que vous connaissez tous, avec la Grande Arche, avec le CNIT, avec des tours, le premier quartier d'affaires européen. Sauf que en 1977, la Défense, c'était pas ça. La Défense, c'était une friche avec un champ de carottes. Et nous sommes installés dans un immeuble qui donnait sur ce qu'allait devenir le parvis de la Défense, là où il y a toutes les tours, la Grande Arche, etc. Et de ma chambre d'enfant, et j'aime raconter cette histoire parce qu'elle est, je crois, constitutive de mon engagement, de ma chambre d'enfant, j'ai été témoin chaque mois d'une nouvelle tour qui sortait de terre. J'ai vu ce quartier changer, devenir le carrefour mondial de l'informatique. C'était dans les années 80. J'ai été témoin de cette France qui s'évèle et qui est capable de monter jusqu'au ciel. J'ai été témoin, je l'ai vécu de l'intérieur en tant qu'enfant, de cette France qui innove, qui crée, qui attire à elle le monde entier pour partager son expérience. C'est l'idée de la France, ce que je me suis forgé en tant qu'enfant, de ma chambre, qui donnait sur le quartier de la Défense. Et la puissance créative qu'il avait dans ce quartier a créé en moi un désir d'entreprendre, parce que j'avais le sentiment de vivre dans une nation vivante, une nation conquérante, une nation qui regardait l'avenir. J'étais même, parce que nous sommes là pour parler de l'avenir, j'étais même scolarisé dans une école qui s'appelait l'école Défense 2000. Très intéressant, Défense 2000, parce que dans les années 70-80, les plus âgés d'entre vous s'en souviennent peut-être, eh bien l'an 2000, c'était le symbole de l'avenir. Et donc j'étais scolarisé, donc ça faisait partie de moi. J'étais en dernière section de maternelle. Ma maîtresse est venue me proposer de faire un exposé, dernière section de maternelle. Je ne sais pas si on le demande encore aux enfants aujourd'hui, mais ça c'est un autre problème. Elle est venue me proposer de faire un exposé sur le TGV. Le TGV, qui était la grande conquête française des années 80 et en particulier 1981. Voilà donc dans quoi j'ai grandi. Et c'est quand j'ai commencé à comprendre que la vision que je m'étais forgée de la France était en décalage avec la réalité objective de ce qu'était en train de devenir notre pays. C'est quand j'ai compris ça que je me suis dit que, et ça allait de pair avec ma vie entrepreneuriale, où en effet, pendant ce temps-là, j'avais entrepris grâce à la France. J'ai fait une école de commerce, je suis passé à l'école centrale Paris. La France m'a tout donné, elle m'a permis de réussir. Elle m'a donné le goût d'entreprendre. Et j'ai réussi grâce à la France. Mais c'est quand j'ai compris que l'image que je me forgeais de ce pays n'était plus en phase avec la réalité que je me suis dit deux choses. C'est une discussion que j'ai eue notamment avec ma femme. Je lui ai dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait ce qu'ont fait mes parents? Et ce qu'ont fait plein d'entrepreneurs du numérique que je connais, mes amis? C'est-à-dire dire, l'herbe est peut-être plus verte ailleurs, on va aller ailleurs. Après tout, on peut se le permettre. Ou est-ce qu'on reste ici et on s'arrange pour se battre de toutes nos forces pour que nos enfants puissent vivre dans la France conquérante, prospère, dont je me suis forgé l'image et qu'elle l'est profondément au fond d'elle. Et donc c'est évidemment le chemin que j'ai pris. J'ai commencé, vous l'avez dit, par écrire des livres. Et j'ai très vite compris quelque chose. Alors vous savez, quand vous écrivez des bouquins, c'est très agréable pour l'ego. Vous êtes invité dans des conférences, vous passez à la télévision, tous les politiques vous demandent votre avis, etc. Mais très vite, vous vous rendez compte que ça ne fait bouger aucune ligne. Rien. Alors quand on est gouverné par son ego, c'est très bien. Mais quand on est gouverné par une cause, vous dites, mais non, je ne peux pas accepter que tout cela reste à l'état purement virtuel. Et donc quand on a un tempérament de chef d'entreprise, d'entrepreneur, eh bien, vous vous dites, à un moment donné, il faut prendre le drapeau. Et c'est ce que j'ai fait, en créant un mouvement qui s'appelle Objectif France.
Je suis obsédé par une notion qui est celle, vous connaissez l'émission des racines et des ailes, mais avant d'être une émission des racines et des ailes, c'est un proverbe yiddish qui disait que l'on ne peut léguer à ses enfants que deux choses, des racines et des ailes. Eh bien, j'ai construit ma vie en fonction de ça. Mon engagement politique est régi par cette maxime, des racines, les racines de la France, les 1500 ans d'histoire, les 2000 ans d'histoire, avec cette densité puissante. Et puis les ailes. Où va la France? L'avenir. La France qui est une promesse d'avenir à part entière. Il y a, le titre de cette conférence, c'est une phrase de Bergson, « L'avenir n'est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons faire ». Il y a dans cette phrase, en filigrane, l'idée selon laquelle tout est possible et que l'avenir est entre nos mains. Et nous en avons la preuve au travers de notre histoire. Prenons l'exemple de Napoléon Ier, dont nous sommes dans l'une de ses cités. Napoléon Ier, Napoléon Bonaparte, dont nous fêtons le bicentenaire. L'exemple typique du volontarisme politique. L'exemple typique d'un homme qui, en l'espace de 15 ans de règne, en tant que premier consul d'abord et en tant qu'empereur ensuite, 15 ans de règne, a projeté la France dans la modernité, a inventé le code civil, les lycées, les universités, la Bourse de Paris, la Cour des comptes, le tribunal des prud'hommes qui a fait la percée de la rue de Rivoli, qui a construit l'Arc de Triomphe, l'église de la Madeleine, le pont de Pierre à Bordeaux, tout ça en 10 ans, en étant rarement à Paris, parce qu'il était souvent sur ses théâtres d'opération. C'est un homme qui a donné l'instruction de construire la Roche-sur-Yon et qui ensuite s'est déplacé ici pour dire que ça n'allait pas suffisamment vite. Et ça s'est fait. À l'époque, c'était Napoléon Vendée. Napoléon Vendée, absolument. Peut-être qu'un jour, ça redeviendra Napoléon Vendée. Et l'idée selon laquelle impossible n'est pas français, parce que c'est une phrase précisément de Napoléon Bonaparte, impossible n'est pas français, ça marque l'idée d'un volontarisme, que tout est possible, à condition d'en avoir l'envie, la force et le courage. Si on va plus loin dans la descendance de Napoléon Bonaparte, on peut parler de Napoléon III. Napoléon III, le mal-aimé de l'histoire de France, qui n'a à mes yeux pas la gloire qu'il mérite. Napoléon III, qui est l'homme qui a propulsé la France dans la révolution industrielle. C'est un homme, puisque l'on parle de volontarisme, qui est à l'origine de la forêt des Landes. Parce que oui, certains d'entre vous le savent sans doute, la forêt des Landes n'est pas une forêt naturelle. C'est une forêt artificielle, c'est une forêt qui est la conséquence d'une décision politique. Pourquoi? Parce que vous aviez toute une partie de la France, le Grand Sud-Ouest, qui était confronté à deux périls. Le premier péril, c'était la menace des dunes qui menaçaient d'envahir l'intérieur des terres. Et la deuxième menace, c'était les terres marécageuses qui faisaient que rien n'était constructible et qu'il y avait surtout énormément de moustiques, posant un grave problème de santé publique. Invasion des dunes, terres marécageuses, moustiques. Un homme politique d'aujourd'hui vous dirait c'est comme ça. C'est la géographie. Sauf que Napoléon III, habité par l'idée selon laquelle impossible n'est pas français, a dit non, mais on va trouver une solution. On va trouver une solution. Et il confie le projet à des scientifiques, notamment un agronome qui s'appelle Jules Chambrelan. Jules Chambrelan qui décide de bosser sur la question, voilà, il faut trouver une solution pour régler ces deux problèmes, les dunes et les moustiques. Et il revient quelques années plus tard avec un plan qu'il présente à l'empereur. Il dit, ça y est, j'ai trouvé la solution. On va planter des pins. On va planter des pins, et en plantant des pins, eh bien, on va faire deux choses. On va construire une barrière naturelle contre les dunes, et on va assécher le sol.
Et le projet est lancé, et c'est là où l'événement est intéressant. Dès l'instant où la solution technique a été trouvée, la mise en œuvre a été confiée aux acteurs de terrain, aux propriétaires terriens, aux agriculteurs et aux représentants et aux maires notamment. Et c'est comme ça qu'en l'espace d'à peine 20 ans est sortie de terre celle qui allait devenir quelques années plus tard la première forêt d'Europe, qui représente aujourd'hui 14% de l'emploi industriel de l'Aquitaine. 1 million d'hectares, des dizaines de millions d'arbres, 230 km sur environ 120 km. C'est la conséquence d'une volonté politique. Parce que nous étions à l'époque animés par cette flamme selon laquelle rien n'était impossible et que nous pouvions réellement déplacer des montagnes, parce que nous sommes la France. Il faut avoir en tête quelque chose de fondamental, qui ne doit pas nous faire basculer dans une posture nostalgique. Mais n'oublions jamais, soyons en alerte, que les civilisations vivent et parfois meurent. Il y a la possibilité d'un déclin de notre modèle de civilisation réel. Mais rien n'est irréversible. La Chine, en 1421, était la puissance dominante du monde, et l'Europe, à ce moment-là, était déclinante et traversait la peste. Quelques années plus tard, 1492, la Renaissance, la découverte de l'Amérique, l'Europe a fait sa renaissance. Mais pour comprendre une situation, il faut toujours poser des bons diagnostics. Et j'aime beaucoup faire référence à la décadence de Rome. Je suis passionné par l'Empire romain, et même plus que par l'Empire, notamment par l'œuvre de Jules César, qui, comme vous le savez, n'était pas empereur. Et il y avait un point commun, un fil conducteur de la réussite de Rome, qui a été le fil conducteur de Jules César, mais de tous les empereurs qui lui ont succédé. Ils étaient tous animés par un esprit de conquête. Et ils avaient tous un but ultime, qui était celui de romaniser la Méditerranée. Et il y a eu une barrière quasi infranchissable. C'était la barrière germaine. Aucun empereur romain, et pas même Jules César, ne sont parvenus à conquérir la Germanie. Et il y avait en filigrane, en permanence, pendant plusieurs centaines d'années, ce désir impérieux de conquérir la Germanie. Il y avait cet esprit de conquête. Et c'est ce qui a fait tenir Rome. Et c'est ce qui a fait que Rome, sous Tibère, a occupé tout le pourtour de la Méditerranée, au point où elle est devenue la mare internum, la mer interne. Mais qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Vous avez eu des empereurs qui sont arrivés aux responsabilités et qui ont remis en cause cette volonté de notamment conquérir la Germanie. Après tout, pourquoi conquérir la Germanie? Pourquoi aller plus loin? On a créé un empire méditerranéen extrêmement large. Nous allons nous construire des thermes, nous allons vivre l'instant présent. À quoi bon aller chercher plus loin? Et c'est à partir de ce moment-là que les choses ont commencé à basculer. Dès l'instant où Rome ne portait plus de projet supérieur et fédérateur, eh bien, vous aviez les jeunes qui refusaient de s'engager dans l'armée. Et ce faisant, eh bien, il fallait aller chercher des soldats ailleurs. Eh bien, on est allé les chercher à l'Est. Et on a fait rentrer des barbares chez nous. C'était en germe. Le ver était dans le fruit. La corruption a commencé à germer, notamment auprès des sénateurs qui n'étaient plus occupés, pouvaient s'adonner à des considérations bassement matérielles. Voilà comment, au fil du temps, par absence d'esprit de conquête, Rome s'est délitée de l'intérieur.
par absence de projet collectif, par absence de vision, par absence de volonté impériale. Et, quelque part, les fameuses invasions barbares, auxquelles on attribue le plus couramment la chute de Rome, les invasions barbares ne sont venues qu'achever un processus de déliquescence. Les invasions barbares ne sont pas la cause de l'effondrement de Rome. Elles en sont la conséquence. Et c'est la raison pour laquelle, dans la crise que nous traversons, notamment la crise civilisationnelle, nous devons nous garder absolument de confondre la cause et la conséquence. Il y a aujourd'hui un certain nombre de faiblesses magistrales, calamiteuses, qui nous pèsent aujourd'hui comme un boulet et qui font que la France est en train de se déliter de l'intérieur. Parmi ces boulets, il y a celui de l'État. La France a une caractéristique quasi unique dans le monde. L'État a précédé la nation. C'est l'État, notamment à travers les différents pouvoirs royaux, impériaux, qui ont créé la nation française. Ce que plein d'autres États n'ont pas réussi à faire, l'Empire soviétique, la Yougoslavie, ça n'a jamais fonctionné. Nous avons, au fil du temps, au fil de nos 2000 ans d'histoire, un peu moins, 1500, nous avons créé, l'État a créé la nation française. Et aujourd'hui, nous sommes dans un schéma où les choses sont en train de s'inverser, où l'État est en train de déconstruire la nation française. Que l'État, au lieu d'être la solution, commence à devenir le problème. L'État, aujourd'hui, ne prépare plus l'avenir. L'État n'arme plus les générations futures pour entreprendre de grandes choses. L'État, aujourd'hui, sacrifie les jeunes générations en leur léguant au moins deux dettes. Une dette écologique, dont je parlerai plus tard, mais aussi une dette économique qui s'est accrue à hauteur de 300 milliards d'euros en l'espace de à peine un an et demi. Une dette économique qui s'associe à un déficit public qui est absolument pléthorique. Alors, je ne suis pas là devant vous pour faire de la comptabilité. Parce que derrière cette notion de déficit, il y a en réalité un aveu de faiblesse du mode de fonctionnement de notre État. En 2019, avant la crise du coronavirus, la France enregistrait à elle seule les 2/3 des déficits de la zone euro. En 2019, toujours, la France était l'un des 2 seuls pays européens à engendrer ce qu'on appelle un déficit primaire. C'est-à-dire on enlève la charge de la dette, eh bien on est encore en déficit. Même la Grèce, l'homme malade de l'Europe, en 2019, était en excédent primaire. Si je vous parle de 2019, c'est que bien entendu, il s'est passé beaucoup de choses depuis, et la crise du coronavirus a souvent bon dos, et certains profitent de la crise du coronavirus pour dissimuler les turpitudes des gouvernements qui se sont succédés depuis 40 ans et qui n'ont pas réformé l'appareil d'État. Un déficit public pourrait s'entendre si nous investissions dans l'avenir. Or, dans le budget de l'État, seuls 4% des dépenses de l'État sont consacrées à des dépenses d'investissement. Tout le reste, ce sont des dépenses de fonctionnement. Endetter la nation, endetter les générations futures pour construire l'avenir, pourquoi pas? C'est un modèle qui peut se défendre. Mais endetter les générations futures pour financer un train de vie et l'absence de réforme des politiques publiques depuis 40 ans, là, manifestement, nous avons un problème qui nous fragilise gravement. Sur ces déficits, là aussi, nous pourrions
tous ensemble, collectivement, le peuple français, décidé de nous mettre en déficit, à condition, et ça serait une discussion à avoir, à condition que ce déficit était capable de faire en sorte que nous soyons en sécurité dans notre pays, que notre niveau éducatif soit au top de ce qu'il puisse se faire dans le monde, que nous puissions avoir des hôpitaux et des services publics dernier cri, des fonctionnaires heureux. Si c'était le cas, ça pourrait se tenir, ça pourrait s'entendre. C'est le modèle des pays nordiques. Pourquoi pas, discutons-en. Mais la réalité de notre pays est beaucoup plus complexe aujourd'hui. Nous avons les pires déficits de la zone euro. Nous avons les impôts les plus élevés des pays de l'OCDE. On endette les générations futures de manière honteuse. Et en face de ça, eh bien, nous avons des hôpitaux qui s'effondrent. On est incapable de fournir des blouses et des masques à nos personnels soignants en période de pandémie. Nous avons des niveaux de l'éducation nationale qui baissent. Il y a l'insécurité qui évolue gravement dans notre pays. Il y a les maisons de retraite qui sont en ruine. Nous manquons de places de prison. Nous sacrifions notre domaine maritime, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est pillé par des puissances étrangères parce que nous ne le protégeons pas. Et donc se pose une question majeure. Où va l'argent? Où va l'argent? Là, encore une fois, nous pourrions choisir un modèle nous pourrions choisir de payer cher, un modèle où le service rendu au public serait au top. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un schéma où, quelque part, tout le monde est perdant. Les fonctionnaires sont perdants, parce qu'ils sont les mal-aimés d'un système et ils sont accessoirement les moins bien payés d'Europe. L'usager est perdant. Et puis, en tant que contribuable, nous sommes perdants puisque nous sommes ceux qui payons le plus d'impôts. Cela, évidemment, on le retrouve partout, au niveau microéconomique. Je vais vous donner deux exemples. Un exemple qui est issu d'une étude de KPMG, s'agissant d'une entreprise d'un chiffre d'affaires de 32 millions d'euros. Vous imaginez la même entreprise, chiffre d'affaires 32 millions d'euros, qui est située en France, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Italie. Eh bien, l'entreprise de 32 millions d'euros, si elle est localisée aux Pays-Bas, elle fait 5,5 millions de résultats nets. La même entreprise de 32 millions d'euros, en Allemagne, elle fait 4 millions d'euros de résultats nets. En Italie, elle fait environ 3 millions. En France, elle fait 1 million. Et donc, comment s'étonner, en France, que nous ayons à ce point un problème de compétitivité, que nous avons aussi peu d'entreprises de taille intermédiaire? Nous avons 3 fois moins d'entreprises de taille intermédiaire que l'Allemagne. Nous en avons 2 fois moins que l'Italie. Nous avons 80 milliards d'euros de déficit commercial. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que ce sont les entreprises de taille intermédiaire qui sont les plus grandes exportatrices. Voilà le modèle aujourd'hui dans lequel nous sommes. Pour poursuivre ce raisonnement, si vous achetez un produit 100 € dans le commerce, n'importe quel produit, eh bien, sachez que sur un produit que vous achetez 100 € dans le commerce, en moyenne, c'est évidemment une moyenne, ce que je vais vous dire, et ça change en fonction des secteurs d'activité, mais ce qui compte, ce sont les ordres de grandeur. Vous avez 20 € qui vont dans la poche des salariés de l'entreprise en question. Vous avez 15 € qui vont sous la forme d'achat de matières premières. Il faut bien produire ce que l'on doit vendre. Donc 20 € les salariés, 15 € la matière première. 3 € vont dans la poche des actionnaires. Et vous avez 62 € qui vont dans la poche de l'État, au travers des différents impôts, taxes et charges diverses. Et donc, quand j'entends parler de lutte des classes, quand j'entends une partie, notamment de l'échiquier politique, dire que le vrai problème dans notre pays est un problème qui oppose les riches aux pauvres, et en particulier les salariés contre les actionnaires, mais c'est se détourner du vrai problème. Les salariés et les actionnaires se regardent en chiens de faïence, alors que le vrai problème qui plombe notre modèle économique, ce sont les 62 €
que ponctionne l'État. Et l'État se délecte de nos antagonismes, de nos joutes de lutte des classes, parce que pendant ce temps, pendant que il y a cette lutte des classes salariées versus actionnaires, l'État, lui, le glouton, le léviathan, encaisse ces 62 € sans que personne ne regarde dans sa direction. Pourquoi en sommes-nous arrivés là? Eh bien, vous avez eu au fil du temps un enchevêtrement de couches dans notre pays. Vous savez par exemple que vous avez 1300 agences qui dépendent de l'État. Et parmi ces 1300 agences, alors certaines ont certes leur utilité, mais vous avez des ovnis que personne n'est capable d'expliquer. Le Conseil national du bruit, le comité d'études de l'histoire de la sécurité sociale, qui lui-même est doté de son propre conseil scientifique, parce que les comités Théodule peuvent avoir des filiales de comités Théodule, avec des niveaux administratifs qui s'enchevêtrent, des conseils départementaux qui sont devenus de simples boîtes aux lettres, avec cette inflation normative qui fait qu'aujourd'hui, le registre des lois de l'Assemblée nationale a été multiplié par 3 par rapport à il y a 15 ans. Or, comme le disait Montesquieu, les lois inutiles affaiblissent les lois qui sont nécessaires. Et aujourd'hui, plus personne dans l'appareil d'État, plus personne, ne sait démêler, non pas le millefeuille, mais plutôt le plat de spaghettis. Parce que l'organisation de notre appareil d'État aujourd'hui est un plat de spaghettis dont plus personne, et y compris au plus haut niveau de l'État, n'a la maîtrise des tenants et des aboutissants, tellement le sujet est devenu compliqué. Alors, nous aurions aujourd'hui Napoléon Bonaparte au pouvoir. Il vous dirait, bon, Code général des impôts, poubelle. Code du travail, poubelle. Code civil, poubelle. Code pénal, poubelle. On réécrit tout. On réécrit tout. Et on va le rendre plus simple. Tout le monde doit comprendre. Ça doit être plus léger, ça doit être plus lisible. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir moins de droits. Ce n'est pas parce qu'on jette le code du travail et qu'on le réécrit qu'on va vous demander de sacrifier vos droits. Non, au contraire. On va vous permettre de comprendre vos droits et de les rendre plus lisibles. Aujourd'hui, quand vous êtes à la tête d'une entreprise, vous n'allez pas connaître les 1500 pages du Code du travail. Quand vous êtes un salarié et que vous voulez connaître vos droits, vous n'allez pas lire les 1500 pages du Conseil du travail. Donc vous allez payer des experts comptables, des avocats. Et donc vous allez faire monter un effet de bulle qui fait que plus personne n'y comprend rien. L'État va même plus loin dans sa perversion. On parle beaucoup en ce moment de la montée des inégalités. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de riches en France. C'est vrai, c'est incontestable. Et notamment, la France n'a jamais compté autant de milliardaires. Et alors certains s'en lamentent, sauf que j'affirme, et je vais vous démontrer, que l'État, et en particulier l'État français, est à l'origine de la montée de ces inégalités. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ces inégalités viennent d'où, à la base? Est-ce que vous croyez que tel ou tel milliardaire a, par un coup de baguette magique, décidé de multiplier le cours de bourse de sa boîte par 2 ou par 3 en l'espace d'1 an et demi? Enfin, c'est pas comme ça que ça se passe. Si tel ou tel chef d'entreprise d'une entreprise cotée a besoin que son cours de bourse monte, la seule chose qu'il peut faire, c'est augmenter son chiffre d'affaires, augmenter sa marge. Mais ça ne multipliera pas le cours de bourse par 2 ou par 3 en l'espace d'1 an et demi. Qu'est-ce qui fait que le cours de bourse a explosé depuis 1 an et demi? Qu'est-ce qui fait que les prix de l'immobilier ont explosé exactement de la même façon, au point qu'il y a une bulle immobilière qui rend l'accès à la propriété difficile pour nos jeunes? Eh bien, c'est que nous avons une politique de la Banque centrale européenne qui pratique, depuis 2016, une politique de taux zéro. Et quand vous pratiquez une politique de taux zéro dans la durée, pas seulement pendant cette crise du Covid,
parce qu'après les subprimes, les taux ont baissé, mais partout dans le monde, et notamment aux États-Unis, c'est remonté à plus de 2. Nous, en Europe, nous sommes restés à 0. Bon, eh bien, que font les investisseurs quand les taux d'intérêt sont à 0? Eh bien, ils vont là où ils ont des possibilités de gain. Et il y a 2 endroits où vous avez des possibilités de gain, si les taux d'intérêt sont à 0, eh bien, c'est dans l'immobilier et c'est dans les marchés financiers. Alors, poursuivons et tirons le fil. Pourquoi les taux d'intérêt sont-ils à 0? Et pourquoi la Banque centrale européenne maintient-elle, coûte que coûte, cette politique de taux zéro? C'est là où les choses sont intéressantes. C'est parce que la Banque centrale européenne, en réalité, sort de sa mission première et mène une politique non pas monétaire, mais budgétaire. Pourquoi? Parce que nous avons aujourd'hui en Europe un certain nombre d'États, notamment la France, qui ont une charge de la dette telle que des taux d'intérêt raisonnables, de type 1 ou 2%, les mettraient en situation de quasi-faillite. Et c'est le cas de la France. Nous avons réussi l'exploit par un tour de passe-passe de baisser la charge de la dette depuis quelques années, alors que nos déficits et notre endettement ont augmenté. Alors que se passerait-il si nous revenions à 1 ou 2%, ce qui est, je le précise, tout à fait normal et ordinaire? Eh bien, nous perdrions toute marge de manœuvre. Et nous serions possiblement en situation de faillite. Et comme, évidemment, personne ne peut se permettre le risque d'une faillite de la France, de l'Italie et de l'Espagne, eh bien, on fixe des taux d'intérêt à 0. Et donc, on encourage les flux financiers vers les marchés actions et vers l'immobilier. Voilà comment la vacuité de nos États, l'absence de réforme de structure depuis 40 ans, le fait que nous n'ayons pas réformé notre appareil d'État, que nous avons continué à enrichir ce plat de spaghettis, ça oblige la Banque centrale européenne à appliquer une politique, laquelle, finalement, bénéficie à ceux qui ont des biens immobiliers et qui sont présents sur des marchés actions. Donc oui, j'affirme que l'État, par sa lâcheté, depuis 40 ans, est à l'origine de la montée des inégalités dans notre pays. Et quiconque peut me démontrer le contraire est absolument le bienvenu. Et d'ailleurs, et c'est là où les choses sont pernicieuses, c'est que cette question de la montée des inégalités nous fait perdre de vue le vrai problème. Parce que, entre nous, si je vous dis que demain, il ne devait plus y avoir de gens qui ne peuvent pas se soigner dans notre pays, si tout le monde mangeait à sa faim, entre nous, vous accepteriez l'idée qu'il y ait plus de milliardaires. Le vrai problème n'est pas un problème d'inégalité, c'est un problème de pauvreté. Le vrai problème auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est que ce modèle social qui nous est vendu comme le meilleur du monde, mais que, au fond, personne ne nous copie, ce modèle social qui fait que nous endettons les générations futures et que nous payons autant d'impôts, eh bien ce modèle social, c'est le modèle social qui engendre 10 millions de pauvres, 6 millions de chômeurs, 2 millions de personnes qui vont manger au Resto du Cœur. C'est le modèle social qui fait que 25% des jeunes de moins de 25 ans renoncent à se soigner. C'est le modèle qui fait que nos hôpitaux sont aujourd'hui en train de s'effondrer. C'est ça le modèle social que nous voulons? Et là où nous devons absolument renverser la logique, c'est que tous ceux qui viennent défendre l'idée de ce modèle social, et je débat beaucoup avec certains d'entre eux, notamment dans les médias, alors ils ont leurs éléments de langage, ils disent oui, mais une politique libérale, c'est une politique de casse sociale, mais je leur réponds, mais non, la casse sociale, c'est la politique qui est pratiquée depuis 40 ans. Voilà le résultat, tu l'as sous les yeux, le résultat. Et donc il y a aujourd'hui un vrai devoir de vérité et de décodage de ce qui se passe dans notre pays et remettre les choses à sa place concernant le rôle de l'État, et j'y arrive. Le rôle de l'État, est-ce que c'est d'être partout ou est-ce que c'est d'être là où on en a le plus besoin? Vous prenez l'exemple de la forêt des Landes. Voilà un sujet qui ne pouvait être appréhendé que par un État, que par le politique.
qui doit donner l'impulsion et ensuite laisser les acteurs de terrain faire. Prenez l'exemple que je trouve particulièrement éloquent du modèle spatial américain. Dans les années 60, c'était l'État américain qui a lui-même piloté les projets de conquête spatiale, les missions Apollo, etc. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous avez un État qui donne une impulsion stratégique, mais ensuite un État qui signe des accords avec des entreprises privées, notamment Blue Origin ou SpaceX de Elon Musk. Et ce sont ces entreprises-là qui, sur le terrain, innovent et créent en un temps record. L'État américain a confié toutes les orbites basses, c'est-à-dire celles de moins de 2000 km, à Blue Origin et à SpaceX. Et ça marche. En l'espace de quelques années, SpaceX a réussi, avec le génie de Elon Musk, à créer ces fameux fusées réutilisables, faisant accessoirement prendre un coup de vieux à Ariane 6, qui n'est pas encore sorti. Le modèle américain, c'est celui qui est capable de donner une impulsion, qui est capable d'aider, même financièrement, les acteurs privés, parce que, évidemment, ne nous voilons pas la face. SpaceX, Blue Origin, etc., sont évidemment bénéficient de la puissance financière de l'État, mais ensuite la capacité de réalisation. Ce n'est pas l'État qui va être capable de déposer des brevets, qui va être capable de créer. Ce sont les acteurs du privé. C'est ça le modèle qui fonctionne. Penser que tout peut être géré par un État central, omniscient, qui maîtrise toutes les compétences, c'est une hérésie. Et nous en avons la preuve en France et en Europe. Il y a quelques années, c'était le début de l'émergence des GAFA, et notamment de Google. On se rendait bien compte que ces entreprises-là allaient devenir des multinationales qui allaient occuper beaucoup de place. Eh bien, vous avez une initiative très malheureuse de Jacques Chirac, à l'époque président de la République, Angela Merkel, chancelière de la République fédérale d'Allemagne. Et donc, ils se sont dit, eh bien, on va créer un Google européen. Et ils ont appelé ça Quaero. Quaero, alors financé à coût de centaines de millions d'euros, sauf que Quaero, c'était géré par l'État. Et donc, c'est devenu un puits sans fond. Et puis, c'est jamais sorti de terre. Et puis, le projet a été abandonné. Parce que l'État et aucune des agences qui dépendent de l'État ne peut aujourd'hui lancer un projet entrepreneurial tel que Google. En revanche, nous avons les moyens, et c'est le rôle de l'État, de nous poser la question de comment faire en sorte pour faire émerger des entreprises de taille mondiale, notamment dans le secteur du numérique. C'est ça l'obsession que doit être celle de l'État. C'est pas nous allons décider de créer un Google européen. Ça ne marche pas. Et donc, c'est la raison pour laquelle l'État, un État qui libérerait les forces productives de notre pays, qui sont absolument monumentales, parce que, on ne le dit pas souvent, mais le génie français, ce n'est pas un simple cocorico. Le génie français, c'est une réalité. La France est le pays du monde dans lequel se crée le plus d'entreprises. Alors j'inclus évidemment les micro-entreprises, mais nous sommes le pays du monde dans lequel se crée le plus d'entreprises, plus que les États-Unis, supposés être la patrie de l'entrepreneuriat. Il y a une capacité à lancer des projets dans notre pays qui est absolument extraordinaire, et nous en avons vu d'ailleurs un avant-goût aujourd'hui en Vendée. Je vous invite à visiter l'initiative Ludilab, qui est absolument extraordinaire si ce n'est pas déjà fait, ou qui préfigure ce que peuvent être ce qu'on appelle les métaverses, qui est l'un des grands projets d'ailleurs de Mark Zuckerberg, les univers parallèles. Alors ça peut faire peur, sauf que la société va vers ça, et nous avons ici en Vendée eh bien, un acteur qui est en train de le faire, qui est en train de bien le faire, et qui innove de manière absolument remarquable. Et donc le rôle de l'État, si nous voulons laisser le génie français s'exprimer, le rôle de l'État, c'est
un peu à l'instar de ce qu'a fait Napoléon III avec la forêt des Landes, c'est de se concentrer sur l'essentiel, sur sa mission fondamentale et de laisser faire les forces productives du pays. En tant que chef d'entreprise, et il y en a certains dans cette salle, j'ai rencontré plusieurs fois dans ma vie d'entrepreneur des hommes politiques, et y compris des présidents de la République que je rencontrais en tant qu'entrepreneur, pas en tant que personne engagée dans la vie publique, et tous vous posent la question, mais qu'est-ce que vous souhaitez que l'État fasse pour vous? Eh bien moi, ma réponse était la suivante, le moins possible. Le moins possible, surtout le moins possible. Et vous allez voir comme tout va bien se passer. Et donc, je crois qu'il y a un enjeu majeur ces prochaines années, et de cet enjeu-là dépend notre sursaut, c'est de reconcentrer l'État sur ses missions fondamentales, sur ses missions essentielles. Et la base d'un contrat social, selon Hobbes notamment, c'est quoi? La base d'un contrat social. Pourquoi l'homme s'est réuni en société? Eh bien, c'est notamment pour protéger des frontières et pour faire régner l'ordre, pour faire régner la sécurité intérieure et la sécurité à l'extérieur des frontières, notamment de manière défensive. C'est la base du contrat social. Or, depuis 40 ans, ce qui relève de ce qu'on appelle pudiquement le régalien, c'est-à-dire les forces armées, les forces de sécurité et la justice, le régalien a été la variable d'ajustement de toutes les politiques publiques. Quand il s'agit de faire des économies, eh bien, on va demander à l'armée de faire des sacrifices. Après tout, la grande muette ne risque pas de manifester. Et donc voilà comment nous en sommes arrivés à un modèle où le régalien ne représente qu'environ 5% du produit intérieur brut de notre pays. 5%, quand les dépenses sociales sont à plus de 31%. Donc oui, l'État doit se concentrer sur ses missions fondamentales. La sécurité intérieure, évidemment. Je travaille à cet égard sur cette dimension-là avec le général Bertrand Soubelet, que je salue, qui est avec nous aujourd'hui, ancien directeur des opérations de la Gendarmerie nationale. Pourquoi je vous parle de lui? C'est parce qu'il a travaillé sur le plan de reconquête de zones de non-droit. Vous savez, les fameuses 1200 zones de non-droit dans lesquelles la police ne va pas. Il y avait récemment, à la faveur du déplacement du président de la République à Marseille, des équipes de télévision qui ont fait état de checkpoints dans certains quartiers de Marseille. Et alors tout le monde semblait découvrir le problème. Voilà. Or, je suis moi-même allé dans l'un de ces quartiers à Marseille, enfin dans plusieurs de ces quartiers, il y a de ça maintenant plusieurs mois, plusieurs années, et je peux vous dire, en effet, que lorsque vous rentrez dans certaines de ces zones de non-droit, eh bien oui, en effet, vous avez des zones, vous avez des checkpoints, vous avez des gars qui vous accueillent en masques chirurgicaux. Alors aujourd'hui, c'est banal, mais je peux vous dire qu'avant la crise du Covid, et que vous voyez tous ces voyous, parce que ce sont des voyous en masques chirurgicaux, faire les guets, se lancer des sifflets, vous rentrez dans l'une de ces zones de non-droit, vous êtes pris, ça a été mon cas, en filature par des hommes en scooter armés qui s'interrompent, enfin qui se mettent en travers de votre route et qui vous demandent de sortir, qui vous menacent et qui vous posent la question, qui vous disent « Qu'est-ce que vous faites là ?» Et quand vous leur reposez la question inverse, et je parle en connaissance de cause parce que je l'ai vécu, quand je leur dis « Oui, mais et vous là, qui vous êtes ?» Ils nous répondent « Nous sommes la police du quartier. » Donc quand on parle de zone de non-droit, quand on parle de territoire perdu, ou plutôt de territoire abandonné par la République, c'est une réalité. Et là, encore une fois, les victimes de ces territoires perdus, de ces territoires abandonnés, ne sont pas les gens comme moi qui ont la chance de vivre dans des beaux quartiers, non. Ce sont les habitants de ces quartiers, issus de l'immigration ou pas, mais qui, pour la plupart, ne demandent qu'une seule chose, c'est de vivre, et de vivre convenablement. Et puis quand vous discutez avec les jeunes de ces quartiers, la plupart d'entre eux ont des rêves. La plupart d'entre eux ont des projets, rêvent de devenir entrepreneurs,
Un jeune de banlieue n'a pas l'obsession de devenir caïd ou islamiste. Il a simplement l'obsession de réussir sa vie. Sauf que si nous abandonnons ces quartiers, si nous laissons les mafias s'emparer de ces zones de non-droit, eh bien, tout est possible, et y compris transformer les esprits positifs et bienveillants en personnes écorchées vives qui pourraient être capables de faire plein de choses. Et donc nous avons, avec Bertrand, un plan de task force, parce qu'évidemment on ne traitera pas tous les quartiers en même temps, ce n'est pas possible, un régime qui serait ciblé sur un certain nombre de ces zones de non-droit, un régime qui soit un régime juridique spécifique, à mi-chemin entre l'état d'urgence et l'état de siège, sous commandement militaire, viserait sur une période très courte à faire en sorte que vous ayez une équipe d'environ 1000 hommes et femmes, militaires, policiers, gendarmes, juges d'instruction, éducateurs, élus locaux, évidemment, en non-stop, avec des comparutions immédiates, et y compris la nuit si nécessaire, pour remettre dans l'ordre. On fait un quartier, et on fait le deuxième, et ensuite on fait le troisième. Et je peux vous dire que quand on en a fait 3, la petite musique commence à se faire entendre, et certains caïds ont compris qu'ils sont sur la liste, et que les choses vont s'arranger. Ce projet-là, il est prêt. Le général Soublet a travaillé dessus. Voilà un projet de rétablissement de la sécurité intérieure dans notre pays. La sécurité intérieure, ça passe aussi, et peut-être surtout, par notre justice. La justice qui est le maillon faible de notre politique de sécurité en France aujourd'hui. Le budget du ministère de la Justice est inférieur au budget du ministère de la Culture. Alors, je n'ai rien contre le ministère de la Culture, mais quand on sait que la moitié du budget du ministère de la Culture, c'est l'audiovisuel public, je vous invite à faire un rapport entre les deux. 4 milliards pour l'audiovisuel public, 8 milliards pour la culture, mais dans la culture, que 150 millions accordés à la rénovation du patrimoine. Donc, déjà, on se rend compte qu'en termes d'allocation de ressources, on a un problème. Mais la justice, le maillon essentiel de notre politique de sécurité, celle qui fait en sorte que nous soyons crédibles, que nos policiers, que nos gendarmes sur le terrain soient crédibles, notre justice, aujourd'hui, est abandonnée. Et donc, évidemment, nous avons besoin de moyens supplémentaires dans notre justice. Et puis la sécurité, c'est aussi la sécurité extérieure. Et ça, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, est particulièrement important. Vous savez, il a été fait allusion au début des années 2000 à ce qu'on appelait la fin de l'histoire. Certains prophétisaient le fait que la guerre froide étant arrivée à son terme, eh bien, toutes les positions étaient stabilisées, que finalement nous vivrions désormais dans un monde de paix. Eh bien, tout cela est une gigantesque imposture. Nous vivons aujourd'hui dans une ère de rétablissement des États-puissances. Les États s'affirment en tant que puissance. Regardez l'exemple de la Chine. La Chine qui s'équipe, d'un point de vue militaire, de l'équivalent d'une marine nationale française tous les 4 ans. Simplement pour vous donner un ordre de grandeur. Tous les 4 ans, une marine nationale française. La Chine, avec son projet pharaonique de nouvelles routes de la soie, qui passe aux portes de l'Europe, notamment dans les ports de Gênes et de Trieste en Italie, qui est, je l'affirme et je l'assume, dans un projet néocolonial en Afrique, alors que nous avons mis un scrupule de promouvoir des partenariats avec l'Afrique parce que nous sommes envahis par une culpabilité liée à notre histoire coloniale, et donc nous ne faisons rien. Pendant ce temps-là, la Chine est dans une entreprise de colonisation du monde. Prenons un autre exemple, la Turquie, qui a le toupet d'envoyer des navires chez nos alliés, en Grèce, en mer Égée, parce qu'ils nous considèrent comme étant faibles. La Turquie, qui elle aussi a un projet pharaonique, et en particulier le régime actuel d'Ankara, de rétablir
l'Empire ottoman à horizon 2056. 2053. Il y en a un qui suit. Et 2053 n'est pas un hasard. 2053, pourquoi? Parce que ça parle à l'inconscient collectif turc. C'est les 600 ans de la chute de Constantinople. Les États-Unis aussi sont dans une ère de géopolitique des puissances. Il ne vous a pas échappé un événement qui s'est passé il y a quelques jours, où nous avons un régime américain qui est venu torpiller un allié. Alors, on nous dit que les États-Unis sont des alliés. Qu'est-ce que ça aurait été si c'était des ennemis? Parce que si c'est comme ça qu'on traite ses alliés, souvenez-vous des écoutes de la NSA, etc. Voilà. Mais parce que nous avons une nation qui, tout simplement, défend son intérêt et qui est dans une logique d'affirmation de sa puissance. Et cela, avec Trump ou avec Biden, c'est pareil. Aujourd'hui, nous vivons dans ce monde. Et nous avons besoin d'affirmer notre puissance, mais cela passe, parce que la puissance ne se décrète pas, elle passe par une crédibilité, et la crédibilité, elle passe notamment par nos armées. Et donc, bien sûr, il faut un deuxième porte-avions nucléaire, et plus généralement un deuxième groupe aéronaval. Parce que c'est bien d'avoir un porte-avions nucléaire, le Charles de Gaulle. Ça nous permet de nous projeter dans un théâtre d'opération en étant libre n'importe où dans le monde, sauf que quand le Charles est en maintenance pendant 18 mois, qu'est-ce qu'on fait? On demande à nos ennemis d'attendre? C'est pas sérieux. Un groupe aéronaval, c'est soit 0, soit 2. On peut discuter de l'opportunité de ne pas en avoir, mais si on en a, bah c'est 2. Et notre dissuasion nucléaire, qui est quelque chose d'absolument important, la dissuasion nucléaire, là aussi, on pourrait se dire que une seule composante suffirait, la composante aérienne. Sauf que la plus efficace, c'est la composante sous-marine. Et nous avons aujourd'hui 4 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, mais ils arrivent en fin de vie. Donc il en faut 4 autres. Donc ça va coûter beaucoup d'argent, 30 milliards. Qu'est-ce qu'on fait? Ah ben, il faut le faire. Alors vous pourriez me dire, ok, on a nos 4 sous-marins, on va les armer de missiles M51-3 et bientôt 4. Et donc, du coup, on n'a plus besoin de la composante aérienne, puisque les sous-marins font bien le boulot. Ben, si, parce que le grand avantage de la dissuasion nucléaire aérienne, eh bien, c'est que ça permet de faire passer des avions armés dans un ciel ennemi et qu'ils se voient. Ça fait peur. Et un sous-marin, par définition, est furtif. Donc, nous avons besoin des avions pour faire peur et nous avons besoin des sous-marins pour être efficaces. Et tout ça coûte évidemment beaucoup d'argent. Nous avons, j'en ai parlé abondamment parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, la deuxième surface maritime du monde, qui regorge de potentiel minéral et halieutique. Les ressources minérales, c'est le nouvel or du XXIe siècle. Eh bien, ce sont des ressources que nous nous faisons piller aujourd'hui, parce que nous avons si peu de patrouilleurs sur nos mers et sur nos océans. Et donc, évidemment, nous devons investir massivement dans notre marine nationale, mais tout cela a un coût. Et donc, évidemment, il va falloir porter notre budget de défense à 3 millions à 3% de notre produit intérieur brut. Réarmer la France ne passe pas seulement par un réarmement militaire. Ça serait trop simple. Le réarmement dont notre pays a besoin est un réarmement en réalité beaucoup plus global, un réarmement philosophique, un réarmement éducatif, un réarmement moral. Et à cet égard, le rôle de l'école est central. Aujourd'hui, notre école ne tient malheureusement plus son rôle. Notre école, nous avons été victimes d'une idéologie, notamment à partir du début des années 1980, où former à des métiers manuels, c'était sale. L'industrie, c'était sale. Il fallait faire de la France un pays de service. Et puis, il fallait que tous nos enfants soient des intellectuels. Et donc, on va tous les envoyer à la fac. Et puis, les filières d'apprentissage, c'est sale. Il vaut mieux former des sociologues que des apprentis. Et pour envoyer les enfants à la fac, il faut qu'ils aient le bac.
Alors, qu'est-ce qu'on fait? Écoute, c'est pas difficile, on va baisser le niveau du bac. Et puis on va faire en sorte que 80% d'une classe d'âge ait le bac. Et plutôt que d'élever le niveau de l'éducation pour que 80% d'une classe d'âge ait le bac, on va baisser le niveau du bac. Et voilà comment on en arrive à un schéma aujourd'hui où la France a un déficit en termes d'apprentissage qui est monumental, alors qui certes depuis 1 an et demi a été en partie corrigé, et il faut rendre à César ce qui appartient à César, mais nous avons encore un retard immense à accomplir. Mais bien au-delà de ça, nous sommes aujourd'hui dans le peloton de queue de tous les classements internationaux, notamment les classements PISA. Le niveau en mathématiques s'effondre. Et quand on sait que nous entrons dans un monde d'innovation, de troisième révolution industrielle, où l'appétence aux sciences sera absolument nécessaire, sera même vitale, on peut s'inquiéter dans ce qu'est notre système éducatif aujourd'hui. On peut s'inquiéter de ce que sera notre pays dans 20 ans ou dans 30 ans, puisque par définition, l'éducation, c'est la politique publique de long terme par excellence. Ce qui se décide aujourd'hui aura une répercussion dans 20 ans ou dans 30 ans. Et donc oui, nous devons investir massivement dans l'école, mais ça veut dire quoi, concrètement? Eh bien d'abord, ça veut dire remettre de l'ordre. Remettre de l'ordre, ça veut dire qu'une école n'est pas une garderie. Ça veut dire qu'il faut restaurer l'autorité du maître. Ça veut dire que nous devons renouer avec un certain nombre de symboles. Ça veut dire que les enfants doivent se lever quand le maître entre. Ça veut dire que nous devons remettre une estrade. Parce que cette idéologie qui consiste à dire on retire les estrades, parce que l'estrade, ça met le prof en situation de supériorité par rapport à l'élève, c'est pas bien, c'est mieux de les mettre dans une position d'égalité. Non, non. Un prof, il est sur une estrade et on se lève. Et il se respecte. On fait régner l'ordre. Et ensuite, on se donne pour objectif d'avoir une école de l'excellence. L'école de l'excellence, c'est quoi? Alors, je vais avoir le sentiment de vous sortir des banalités, mais malheureusement, aujourd'hui, ce n'en sont pas. Une école de l'excellence, c'est une école qui apprend à lire, à écrire et à compter. Voilà. Tout simplement. Une école de l'excellence, c'est une école qui renoue avec 2 disciplines fondamentales. 2 disciplines primordiales, parce qu'elles sont la base de tout le reste. Ce sont les mathématiques, et c'est l'enseignement du grec ancien et du latin. Parce que le grec ancien et le latin structurent la pensée, structurent les langues. Et les mathématiques structurent plus que jamais la pensée, puisqu'elles vous permettent, et les scientifiques qui sont dans cette salle en attesteront, de concevoir des mondes à n dimensions. Notre monde est à 3 dimensions, 4e éventuellement avec le temps, mais les mathématiques vous permettent de concevoir des mondes à n dimensions. Ça développe votre capacité d'abstraction. Et donc les mathématiques, c'est ce qui fait que nous pourrons demain, que nos enfants pourront demain s'adapter à un monde en perpétuelle mutation. Parce que les connaissances aujourd'hui ne sont pas figées. Certes, il faut apprendre, mais il faut aussi apprendre à apprendre. Et la meilleure façon d'apprendre à apprendre, c'est d'avoir en sa possession la matière première de l'apprentissage. Et les mathématiques en font partie. Le problème auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est que nos profs sont évidemment sous-payés. Quand vous avez un bac plus 5, et que vous vous retrouvez avec un salaire net de 1 300 ou 1 400 euros, eh bien, vous attirez qui dans l'éducation nationale? Vous attirez ceux qui sont extrêmement déterminés et qui sont dévoués à la cause. Il y en a, et c'est heureux. Mais vous attirez aussi les médiocres, qui n'ont pas le niveau et qui font ça par dépit et par défaut. Et donc, évidemment, il faut augmenter massivement le salaire de nos professeurs. Massivement. Mais pas sans contrepartie. Avec une première contrepartie qui est celle de travailler plus. Avec une deuxième contrepartie qui est celle de l'autonomie de nos établissements. Parce que un établissement scolaire, selon la région dans laquelle nous sommes, selon le quartier dans lequel nous sommes, ne répond pas aux mêmes règles, ne répond peut-être pas aux mêmes projets pédagogiques. Et donc il faut accepter de donner plus de liberté, notamment aux chefs d'établissement, mais à l'ensemble du personnel éducatif. C'est cette école de l'excellence
basée sur des professeurs qui reviendront enseigner. Parce que vous savez, je suis assez attaché à l'idée d'élite d'une nation. On parle souvent, pour conspuer ceux qui nous dirigent, on dit l'élite, l'élite, l'élite. Mais non, une nation a besoin d'une élite. Les élites, ce sont les meilleurs. Ce sont ceux qui excellent dans leur domaine. Nous avons besoin d'une élite. En revanche, toute la perversion arrive quand vous avez non pas une élite, mais une caste qui se fait passer pour une élite. Eh bien, moi, je veux que les élites de leur domaine aient envie d'enseigner, aient envie de renouer avec la transmission du savoir, qui est fondamentale. J'ai envie que les meilleurs de leur discipline aient envie de devenir profs, et notamment dans les écoles du primaire et du secondaire, pour préparer l'école de l'excellence. Alors, l'école de l'excellence, c'est aussi une école qui est un sanctuaire. C'est une école qui résiste à la dictature de la vitesse à laquelle notre société est confrontée, on vit dans un monde en perpétuelle mutation, une accélération absolument exceptionnelle. Nos enfants baignent dans les écrans. Et un jour, j'ai la directrice de l'école de mes enfants qui vient me voir. Elle me dit « Oui, je sais que vous êtes spécialisé dans le numérique, j'aimerais avoir votre avis. On a envie de s'équiper massivement de terminaux numériques, de tableaux numériques, de tablettes, d'ordinateurs, etc. » Je lui dis « Non, arrêtez tout, madame la directrice. Nos enfants baignent dans les écrans. Votre école, notre école, doit être un sanctuaire de la lenteur. S'il doit y avoir une bulle, un lieu dans lequel nos enfants sont dans un temps long, dans un temps lent, où ils ont le temps de la réflexion, de l'introspection, de la méditation, ça doit être l'école. Parce qu'ils ont tout le loisir à l'extérieur de l'école de baigner dans les écrans. Et c'est très bien, parce que les écrans apportent beaucoup à nos enfants. Mais des écrans partout, et notamment pendant l'école, c'est une erreur. Et ce n'est pas un hasard. Si tous les grands patrons du web, notamment dans la Silicon Valley, ont placé leurs enfants dans ce que les États-Unis appellent des slow schools, c'est-à-dire des écoles sans terminaux numériques. Ce n'est pas un hasard. Tous les grands patrons de la Silicon Valley. Donc, savoir résister aux fausses bonnes idées, ce n'est pas parce que nous vivons dans un monde hyper connecté. Et ce monde nous apporte bien des avantages, parce que cette hyperconnexion change le monde et nous pouvons en bénéficier par ailleurs. Mais ce n'est pas parce que nous vivons dans ce monde que nous devons rendre prisonniers nos enfants de ce modèle-là. Donnons-leur la chance d'avoir un endroit de la lenteur. Le rôle de la politique aujourd'hui, et singulièrement d'un président de la République, c'est précisément de résister à cette dictature de l'accélération. Parce que c'est tellement tentant de penser à court terme. C'est tellement tentant de penser à ce que l'on appelle en politique les 100 jours. Vous savez, les 100 jours qui suivent l'élection. J'en parlais il n'y a pas longtemps avec un ancien ministre de l'Intérieur. Je lui parlais de mon projet, de ma vision d'avenir. Il me dit mais non, Rafik. Aujourd'hui, en politique, on ne pense plus à 50 ans. En politique, ce qui compte, c'est les 100 jours. Comme par hasard, tous les autres pays dont je vous ai parlé tout à l'heure, de la Chine à la Turquie, en passant par les États-Unis, la Russie et tant d'autres, sont précisément en train de préparer 2050. Et c'est comme ça qu'ils entraînent un peuple derrière eux. Et avoir la politique et appréhender l'engagement public uniquement à l'aune de la prochaine élection, eh bien c'est une faute. Parce que l'enjeu, c'est de s'intéresser à la vie de la prochaine génération, des générations futures. Parce qu'un enfant qui naît aujourd'hui, mesdames et messieurs, un enfant qui naît aujourd'hui connaîtra le 22e siècle. Nous-mêmes sommes, alors pas les plus jeunes d'entre vous, mais la plupart d'entre nous sommes encore habités par l'idée d'un 20e siècle et le fameux passage à l'an 2000. Mais ça y est, tout ça, c'est fini. Un enfant qui naît aujourd'hui, son cap, c'est le 22e siècle. Et donc, nous avons le devoir, en particulier dans ce monde en perpétuelle mutation, nous avons le devoir d'avoir ce 22e siècle en horizon de pensée.
Sinon, oui, la France peut sortir de l'histoire. Alors, quand on parle de l'avenir, il y a un sujet qui est extrêmement important pour beaucoup de monde aujourd'hui, et c'est mon cas, et en particulier chez les jeunes, c'est la défense de l'environnement, l'écologie. Et hélas, ce sujet de l'écologie a été aujourd'hui pris en otage par des dogmes, par une idéologie qui défend même parfois des intérêts contraires à la cause qu'elle est supposée défendre. Et je vais vous en donner la preuve. Quel est l'ennemi aujourd'hui? L'ennemi, en tous les cas, c'est présenté comme tel par tous les États et par l'Organisation des Nations Unies, c'est la lutte contre les gaz à effet de serre, le réchauffement climatique. Si on veut lutter contre les émissions de gaz à effet de serre, eh bien, il faut choisir une énergie qui n'émet pas de CO2. Jusqu'à là, vous me suivez, on est bien d'accord. Sauf que la Commission européenne, récemment, dans ce qu'on appelle la taxonomie verte, a décidé de choisir un certain nombre d'énergies dites durables, et elle place par exemple le gaz dans la liste des énergies durables, et elle a extrait le nucléaire. Or, s'il y a une énergie qui n'émet pas de gaz à effet de serre, eh bien c'est précisément l'énergie nucléaire, qui pose certes d'autres questions, notamment en termes de recyclage, mais si le sujet c'est les émissions de gaz à effet de serre, le nucléaire est une énergie verte, qui est écartée par le projet de Commission européenne. Et cet écartement est coupable. Pourquoi? Parce que dans le même temps, la Commission européenne a pris une décision qui, je pense, est une bonne décision pour l'environnement et pour la planète. C'est la fin des moteurs thermiques à horizon 2035. À partir de 2035, on ne pourra plus acheter de voitures essence, diesel ou même hybride. Donc, c'est une révolution. À partir de 2040, ça sera la fin du plastique. 2040. Alors le plastique, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est fabriqué à base de pétrole. Donc 2035, fin des moteurs thermiques, 2040, fin du plastique. En 2040, on est sorti du pétrole, les amis. C'est une nouvelle fantastique pour l'environnement. Fantastique. Mais, je pose une question. 2035, c'est pas dans une éternité, hein, c'est dans 13 ans. Quand nous aurons 30 millions de véhicules électriques qui rouleront sur nos routes en France, et des centaines de millions qui rouleront en Europe, eh bien, avec quelle puissance électrique on va les faire rouler, ces 30 millions de véhicules électriques? C'est pas avec les moulins à vent, vous savez, les éoliennes qui fonctionnent que 5% de leur temps, c'est pas avec ça qu'on les fera rouler. C'est pas non plus exclusivement avec des énergies solaires. Il faudrait toute la surface de l'Aquitaine et encore équipée de panneaux solaires, donc autant dire que c'est impossible, pour faire rouler 20 ou 30 millions de véhicules électriques. Donc, si nous voulons propulser 30 millions de véhicules électriques à horizon 2035, nous n'avons pas d'autre possibilité. On peut retourner le problème dans tous les sens. On n'a pas d'autre possibilité que d'investir dans la filière nucléaire, et notamment dans les réacteurs de 3e génération. Alors, vous pourriez me donner l'exemple de Flamanville qui est un échec. C'est vrai, mais pourquoi Flamanville est un échec? C'est parce qu'on a perdu l'expertise. La filière nucléaire était une filière d'excellence dans notre pays, et nous l'avons abandonnée, et nous avons perdu l'expertise, et on est en train aujourd'hui de reconstituer cette expertise. Et nous avons besoin d'au minimum 6 EPR si nous voulons faire rouler 20, 30 ou 40 millions de véhicules électriques. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va se passer qu'en 2030, je le répète, c'est demain, eh bien, vous aurez des blackouts généralisés. Ou alors, un peu sur le modèle allemand, on dira, en attendant mieux, on va faire tourner des centrales à charbon ou à gaz. C'est irresponsable. Et donc, il faut avoir cette vision stratégique et se projeter dans l'avenir. Comprendre que nous sommes dans une période de transition, et qu'il y a en germe ensuite la perspective, qui est pour le coup extrêmement réjouissante, de la fusion nucléaire,
ou du nucléaire de 4e génération, qui promet une énergie quasiment illimitée et avec des déchets radioactifs de longue durée profondément réduits. Là, on parle de quoi? À peu près 2070. Il y a des expérimentations qui sont en cours, notamment en France, en Provence, dans un endroit qui s'appelle Cadarache, où on construit un réacteur qui s'appelle ITER. Mais il y a plein d'autres initiatives privées qui sont en train de s'organiser. On parle de 2070. Mais qu'est-ce qui va se passer entre 2035 et 2070? Il y a une vraie question de transition. Et ce ne sont ni les panneaux solaires, ni les éoliennes qui, à elles seules, permettront de gérer cette transition. Alors nous aurons besoin d'énergie renouvelable. Il ne s'agit surtout pas, et ça c'est une erreur fondamentale que nous commettons souvent, c'est d'opposer le nucléaire aux énergies renouvelables. Mais non, le nucléaire et les énergies renouvelables font partie de la même catégorie, c'est-à-dire les énergies non polluantes. L'ennemi, ce n'est pas le nucléaire, l'ennemi c'est le pétrole. Et il se trouve qu'on va sortir du pétrole. Et donc on doit se donner les moyens de cette transition. Et s'agissant d'écologie, alors il y a j'en rencontre beaucoup de climato-sceptiques. Des personnes qui vous diront, mais après tout, le réchauffement climatique n'est peut-être pas une réalité, la Terre en a connu d'autres, regarde la grande glaciation, etc. Donc, à quoi bon se battre pour le réchauffement climatique? À cela, je réponds ceci. Faisons sur l'environnement un pari pascalien. On ne perd rien à faire de la cause environnementale une priorité cardinale. Parce que, quand bien même, admettons, j'admets l'idée, il n'y aurait pas de question de réchauffement climatique. Admettons. Eh bien, en embrassant cette révolution, eh bien, nous allons changer notre modèle de société. Nous allons aller dans une société qui va être plus sobre, qui va être peut-être plus frugale dans certains aspects. Nous allons aller dans une société qui permettra de redynamiser un certain nombre de zones rurales. Nous allons dans une société qui va nous permettre une montée en gamme en termes de technologie dont nous n'avons pas encore pris totalement la mesure, mais qui va bouleverser nos vies. Parce que demain, lorsque nous aurons une énergie quasiment illimitée, la loi de l'offre et la demande fait qu'une énergie illimitée sera une énergie potentiellement gratuite. Et imaginez le changement de société que vous avez en germe, c'est ce que Jérémy Rifkin définit dans la 3e révolution industrielle, avec les smart grids, avec l'électricité qui est fabriquée partout, qui se partage, qui se donne. Donc il y a un vrai nouveau modèle de société qui est en germe, avec un vrai modèle de croissance et de prospérité, un modèle de croissance économique. Alors certains pourraient me dire qu'une contrainte ne crée pas de croissance. En l'occurrence, s'imposer la contrainte environnementale ne crée pas de croissance. C'est faux, et nous avons des contre-exemples. Et en particulier, ce qui s'est passé aux États-Unis au XIXe siècle, et notamment à travers l'époque de la guerre de sécession qui a opposé les États du Nord aux États du Sud. Quel était l'enjeu à l'époque? Eh bien, vous aviez les États du Nord des États-Unis qui ont décidé de s'imposer une contrainte, c'est-à-dire d'abolir l'esclavage. Abolir l'esclavage, ça veut dire quoi? Ça veut dire fin de la main-d'œuvre gratuite. Ça veut dire qu'on va donc payer la main-d'œuvre. C'est donc une contrainte apparente. Et les États du Sud ont maintenu l'esclavage. Sauf que, en abolissant l'esclavage, eh bien, les États du Nord se sont modernisés, se sont industrialisés, ont créé de la prospérité, quand les États du Sud sont rentrés en précarité. Donc la contrainte n'est pas forcément synonyme de régression, bien au contraire, s'agissant de la cause environnementale. Mais là aussi, l'honnêteté intellectuelle nous oblige à aborder le sujet sous un angle sincère, honnête et scientifique. Et il y a quelque chose qu'il ne faut surtout pas faire, c'est mettre la poussière sous le tapis. Il y a un sujet dont personne ne parle quand on parle de développement écologique, et en particulier de véhicules électriques. C'est celui des batteries, et donc en filigrane, le sujet des métaux stratégiques. Les métaux stratégiques, métaux précieux, métaux rares, qui sont indispensables à la transition écologique,
qui sont indispensables pour fabriquer des panneaux solaires, qui sont indispensables pour fabriquer des éoliennes, qui sont indispensables pour fabriquer des téléphones portables, qui sont donc indispensables pour fabriquer des batteries. Ces métaux stratégiques aujourd'hui, et nous devons le dire, parce que nous mettons la poussière sous le tapis, ces métaux stratégiques sont aujourd'hui extraits par la Chine, en Afrique, dans des conditions environnementales déplorables et au mépris de tous les droits humains, notamment en faisant travailler des enfants. Et donc, il ne faut pas que, sous prétexte de transition écologique, nous troquions notre dépendance aux pays de l'OPEP par une dépendance à la Chine. Sans quoi, en termes de souveraineté, nous reviendrions quasiment au même. Encore que, en termes de pétrole, nous avons la possibilité de nous approvisionner dans au minimum une douzaine de pays. S'agissant des métaux stratégiques, 3 pays. Donc se pose une vraie question. Et c'est la raison pour laquelle se posera notamment la question de notre souveraineté minérale, de la souveraineté minérale de la France, c'est-à-dire de notre capacité à extraire nous-mêmes nos métaux stratégiques. Et notamment, et le sujet est en discussion aujourd'hui au niveau des Nations Unies, notamment dans les territoires maritimes. Parce que si nous renonçons à la bataille des métaux stratégiques, eh bien, nous perdrons notre souveraineté dans la transition écologique et nous n'embrasserons pas cette 3e révolution industrielle qui nécessite des métaux rares et des métaux précieux partout. Et donc, peut-être, oui, faudra-t-il rouvrir des mines en France. Des mines responsables qui, certes, auront des coûts d'extraction supérieurs à ce qui se pratique en Afrique, mais cela a peu d'importance. Pourquoi ? Dans un téléphone tel que celui-ci, le prix de la matière première en termes de métaux stratégiques est de l'ordre de 1 ou 2 euros. Bon, eh bien, si on multiplie le prix par 3, parce que nous le faisons en France dans des conditions qui sont plus responsables, allez, dans ce téléphone, on payera, au lieu de payer 1 euro de métaux stratégiques, on payera 3 ou 4 euros. Et alors ? C'est pas bien grave. Là où nous devons aussi faire preuve d'honnêteté intellectuelle dans la cause environnementale et de lucidité, c'est que beaucoup vous parleront par exemple de l'hydrogène. Vous diront non mais ne t'emballe pas sur l'électrique, la voie d'avenir c'est l'hydrogène. Sauf que, alors oui, l'hydrogène c'est un projet d'avenir extraordinaire. Nous avons récemment visité une entreprise qui fabrique un véhicule hydrogène qui est le Tesla français de l'hydrogène qui s'appelle Opium Machina. Donc oui, l'hydrogène est l'avenir, sauf que l'hydrogène n'existe pas à l'état de nature. Ça n'existe pas. Et donc, pour faire des voitures à hydrogène, nous devons procéder préalablement à ce qu'on appelle l'électrolyse, c'est-à-dire l'atome d'hydrogène H2, faire en sorte que ça soit un H tout court, et l'électrolyse de l'hydrogène nécessite de l'électricité. Donc, le problème de la production et de notre capacité à augmenter considérablement notre production d'électricité se pose. Chaque grande révolution industrielle a été associée à une révolution énergétique. La première révolution industrielle, celle de la vapeur, la deuxième, celle du pétrole, la troisième, celle du nucléaire, la quatrième, celle de l'énergie durable, et notamment du nucléaire de 4e génération. Mais cela nécessite forcément de voir loin, parce que nous sommes dans la politique publique de long terme par excellence. Cela nécessite de résister à toute démagogie, d'appréhender l'écologie sous l'angle la plus noble qui soit, qui est celle de la science, qui est celle de l'innovation, qui n'est surtout pas celle des taxes et de la privation, qui n'est surtout pas celle qui vise un objectif qui est contraire à celui qui est réellement poursuivi. La cause environnementale est trop sérieuse pour être confiée aux écologistes. Pour paraphraser Georges Clemenceau, qui est, vous le savez, un enfant de la région qui est né dans un village vendéen, phrase qu'il a prononcée à l'époque au sujet des militaires. L'écologie est évidemment l'affaire de tous. Et l'écologie est une des grandes conquêtes que nous pouvons mener. C'est une des grandes conquêtes autour de laquelle nous pouvons bâtir un projet de civilisation. Mais ce n'est pas la seule conquête.
Nous vivons dans un monde aujourd'hui, et c'est ça qui est fantastique, où jamais dans l'histoire de l'humanité, les conquêtes à mener n'auront été aussi nombreuses. Nous vivons la vague d'innovation la plus spectaculaire de tous les temps. La plus spectaculaire. Face à ça, se pose la question de quelles sont les conquêtes que nous allons mener? Quelles sont, symboliquement, les nouvelles forêts des Landes que nous allons planter? Alors, ça serait une erreur monumentale que de croire que les conquêtes que nous devons mener, eh bien, c'est par exemple créer un concurrent à Google. Nous devons choisir nos batailles. Il n'y aura jamais de Google français et de Google européen. Nous avons perdu cette bataille. C'est clair, net et précis. Donc vouloir absolument se battre ou mentir aux gens en leur disant que nous allons faire naître un Google français, eh bien, c'est une imposture. Il n'y aura jamais de Google français. En revanche, et c'est là où les choses sont intéressantes, parce que l'innovation, c'est quelque chose qui est en mouvement, ce n'est pas quelque chose qui est figé. Posons-nous la question des conquêtes qui sont celles de demain, dans lesquelles nous avons notre rôle à jouer. Par exemple, l'informatique quantique. Par exemple, j'en parlais tout à l'heure, l'hydrogène. Et il y en a tant d'autres. La réalité virtuelle que nous avons vue tout à l'heure en Vendée, que Mark Zuckerberg vante sous le nom de projet métaverse, d'univers parallèle. Voilà un environnement dans lequel nous avons les moyens aujourd'hui d'agir. Et nous avons toutes les forces vives dans notre pays pour le faire. Mais pour ça, il faut que nous acceptions de jouer en attaque. Aujourd'hui, on joue en défense. Aujourd'hui, quand on a peur des GAFA, eh ben, on invente une taxe. Et cette taxe-là, comme les GAFA sont en situation de monopole, eh bien, elle les répercute sur ses clients. Et donc, c'est le client final, et en particulier la PME française, qui paye l'augmentation du prix des liens sponsorisés Google. Tout ça parce qu'on est en défense. La seule façon de faire, c'est de jouer en attaque. C'est de se dire, on va arrêter d'être en mode défensif. Nous allons être offensifs. Nous allons nous lancer. Nous allons affirmer notre puissance. Nous allons remettre l'État à sa place. Et nous allons laisser le génie français s'exprimer et porter les révolutions qui sont devant nous. Oui, nous avons 1001 raisons d'être inquiets. Oui, le scénario du déclin est, d'un point de vue statistique, le plus probable. J'étais, il n'y a pas longtemps, dans un débat face à Michel Onfray. Il me disait qu'il s'engageait dans le débat public parce qu'il voulait mourir debout, mais que la messe, en gros, était dite et que la bataille était perdue. Et je lui ai répondu la chose suivante. Je lui ai dit, oui, le scénario que vous défendez, celui du déclin, il est probable. Ne soyons pas naïfs. Mais s'il y a 1% de chance, un seul, pour conjurer ce funeste destin, eh bien nous avons le devoir de nous engouffrer dans ce 1%. S'il y a 1% de chance pour faire en sorte que, en réformant notre appareil d'État, en laissant le génie créatif s'exprimer, en laissant la France écrire une page de son histoire et en laissant un pays droit pour les générations futures, eh bien nous avons le devoir de nous engager, parce que la France est le plus beau pays du monde. Parce que quand vous allez voir un chef d'entreprise étranger, et je l'ai fait, un grand patron du numérique que tout le monde connaît, à qui j'ai posé la question, je lui ai dit, si tu mets de côté toute considération fiscale, réglementaire, s'il y a un pays du monde à part le tien dans lequel tu aimerais vivre, c'est lequel? Eh bien, il vous répond la France. Posez cette question à tous les chefs d'entreprise du monde entier. Tous vous diront que leur rêve, à condition fiscale, réglementaire, équivalente, c'est de vivre en France, parce que nous sommes le plus beau pays du monde, parce que nous avons une culture, parce que nous avons une gastronomie, parce que nous avons une histoire, parce que la France est un paradis pour vivre et un paradis pour entreprendre. Pays 2 fois millénaire, à charge pour nous d'écrire les 2000 ans d'histoire qui sont devant lui. Vive la Vendée, vive la France et vive la République.